intervention en m'interrogeant sur est-ce que l'entreprise a une capacité à accompagner finalement la démocratie sociale au niveau d'un pays. C'est-à-dire que si la démocratie est une modalité d'exercice et de partage du pouvoir, le pouvoir en entreprise ne se partage pas. Ici, Londres. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. C'est bon. Donc, Pascal Gégère, je suis un peu dérouté sur mon intervention, ou en tout cas ce que j'avais prévu, parce qu'effectivement, on a quand même un peu élargi considérablement le sujet, parler de l'IA, ensuite de réseau salarial de la sécurité sociale. Or, on m'a effectivement sollicité pour vous parler un peu de la démocratie sociale, notamment, je ne vais pas refaire toute l'exégèse de la démocratie sociale depuis finalement la Révolution, en passant par les hauts bourgeois, etc., et l'avantage de la démocratie sociale française en comparaison à celle anglaise. Donc j'ai voulu centrer mon intervention en m'interrogeant sur est-ce que l'entreprise a une capacité à accompagner finalement la démocratie sociale au niveau d'un pays. C'est-à-dire qu'est-ce qu'à un moment donné, tous ces interlocuteurs sont en capacité de produire de la norme sociale pour réduire les inégalités et favoriser finalement l'accompagnement de la démocratie sociale au niveau d'un pays. Voilà, j'ai voulu centrer là-dessus. Et ce qui m'a permis de référer finalement à nombre de discussions que j'ai pu avoir avec des partenaires sociaux où beaucoup voulaient parler de démocratie sociale en entreprise. Et pour finalement conclure, en tout cas essayer de les convaincre que parler de démocratie sociale en entreprise, c'est une absurdité, c'est un contresens, pour la simple et bonne raison que si la démocratie est une modalité d'exercice et de partage du pouvoir, le pouvoir en entreprise ne se partage pas. Alors pour ça, il suffit de me référer à l'article 1832 du Code civil qui réserve le droit de décision, au pouvoir de décision aux seuls apporteurs de capitaux. Voilà. Vous pouvez aussi vous référer au Code du travail, vous l'avez dit, qui a tissé un lien hiérarchique entre l'employeur et le salarié, ce qu'on appelle un lien de subordination, qui regroupe finalement trois pouvoirs: le pouvoir de décision, le pouvoir de contrôle et le pouvoir de sanction qui sont à la main de l'employeur. Donc, parler de démocratie en entreprise, c'est un non-sens. Alors, voilà. Alors, c'est vrai qu'on a tendance à vouloir comparer ça à la démocratie sociale d'un pays dont le fonctionnement est centré sur son fonctionnement est centré sur un gouvernement, comment dirais-je, qui recherche l'égalité politique et la participation du peuple. Voilà pourquoi on essaye de faire cette analogie, mais c'est une hérésie, à mon sens, de faire ça. Plus modestement, la démocratie sociale en entreprise, finalement, concerne plus exactement la gestion participative et le dialogue social dans le but, finalement, de réduire ou d'équilibrer les intérêts entre les apporteurs de capitaux, et les salariés, tout en améliorant la productivité et les résultats économiques. Alors, cette notion, entre guillemets, de démocratie sociale en entreprise n'est pas un concept propre à la France. Elle est un concept partagé dans beaucoup de pays, notamment européens. Sauf qu'on aura des variantes nationales et aussi des dénominations particulières. On va parler, par exemple, de codétermination en Allemagne. La codétermination en Allemagne, c'est la possibilité de réserver plus de 50% des sièges au conseil de surveillance, au conseil d'entreprise. Il faut savoir aussi que ce n'est pas les syndicats, ce sont les salariés. Les syndicats sont en dehors de l'entreprise. On va parler de concertation sociale en Belgique, où finalement c'est un rapport assez privilégié entre les partenaires sociaux et l'État, avec une volonté d'aller sur des accords interprofessionnels. On va parler de polder modèle aux Pays-Bas. Ça, c'est un fonctionnement étroit entre les partenaires sociaux et le gouvernement dans
l'élaboration des politiques économiques et sociales. On va parler donc de partenariat social en Autriche. Pardon. Donc il y a différentes dénominations données sur cette volonté de relations sociales entre trois acteurs principaux. C'est les représentants des organisations syndicales de salariés, les organisations patronales et le gouvernement. Voilà, c'est basé là-dessus. Alors en France, la terminologie a évolué en fonction des contextes. On va voir en fait que cette évolution est quand même due ou accompagnée à un certain nombre de conquêtes assez intéressantes au niveau sur le plan social, mais on verra aussi que depuis un certain temps, il y a des régressions, et c'est là où je dis que finalement aujourd'hui, on est dans une régression relativement importante du dialogue social dans les entreprises. Alors, on parlait effectivement en fin du 19e siècle de la lutte des classes. C'est simple, hein, c'était des relations très violentes pour obtenir les droits minima sur les salaires et sur les conditions de travail. C'était ce qu'on appelait la lutte des classes, mais c'était aussi la période où il y a eu une petite reconnaissance des organisations syndicales. Après la guerre début du 19e siècle, finalement, les progrès industriels dus juste après la guerre ont facilité finalement l'apaisement des relations sociales entre le patronat et les syndicats, et on s'est aperçu effectivement que s'installer des dialogues apaisés, et qu'on a appelé ça des relations industrielles. À partir des années 80 à 2000, là il y a eu un bouleversement, c'est-à-dire en fait la modernisation, la mondialisation a suscité finalement un développement des entreprises permettant, voulant plutôt faire en sorte que les salariés participent davantage à la gestion des entreprises, et c'est là où il y a eu de grandes dérives, le commencement d'un certain nombre de dérives dues à la mondialisation, notamment on a parlé de flexi-sécurité, c'est-à-dire qu'en fait l'idée c'était de rendre finalement les salariés un peu plus flexibles pour permettre à l'entreprise d'être plus en sécurité. C'était la flexibilité pour les salariés, la sécurité pour les entreprises. Mais il y a eu aussi quelque chose qui s'est passé, dont on n'en a pas parlé dès le départ. C'est en 1998, avec le rassemblement de Deauville du patronat, où on a commencé à parler non plus de qualification, mais de compétences, la gestion des compétences. En fait, ça a été une catastrophe pour le monde salarial, puisqu'on a cassé le collectif du travail pour mettre les salariés en concurrence entre eux. On ne les jugeait plus sur la qualification, mais sur leurs compétences. Donc voilà, c'est le collectif du travail. Début 2000, alors ça a été aussi alors je suis un peu partisan d'une vaste fumisterie qui a démarré avec finalement une directive, je ne sais pas une directive, mais une volonté de l'Organisation des Nations Unies avec le pacte mondial qui demandait aux entreprises d'avoir une vision un peu plus éthique dans la relation salariale, une participation davantage des salariés dans les décisions stratégiques de l'entreprise. C'est une loi c'est une volonté qui a été nommée, vous en avez entendu parler, c'est la responsabilité sociale des entreprises, la RSE, dont on a fait un tapage extraordinaire, qui a été renforcé en France par la loi sur la transparence en 2017 avec le Franc. Et finalement, il y a eu un rapport quelques années plus tard de l'ONU qui a montré que c'était finalement que l'affichage des façades des entreprises n'ont fait que ripolliner quelques indicateurs qu'elles savaient sur lesquels elles pouvaient agir, mais le reste, fondamentalement, ça n'a pas changé. Mais on continue à parler de responsabilité sociale de l'entreprise. Voilà. Il faut reconnaître malgré tout que tout ce dialogue social qui parle de la lutte des classes à aujourd'hui, quand même produit un certain nombre d'effets positifs. Il ne faut pas se le cacher. C'est les premiers, je vais vous donner quelques dates, c'est 1910, c'est la première loi sur les systèmes de retraite ouvriers et paysans. 1919, c'est la loi sur les conventions collectives et la journée du lutteur. Vous avez 36, les congés payés, 45, on
dialogue social et la relance du droit syndical et de la négociation, c'est les accords de Grenelle. Et 82, c'est les ordonnances sur la retraite à 60 ans, et 1998, 2000, la loi sur les 35 heures et la 5e semaine de congé. Alors il faut reconnaître que certaines de ces avancées sociales n'ont pas été spontanément données par le patronat, mais elles ont été, pour certaines, gagnées de haute lutte syndicale. Et d'autres ont été plutôt, finalement, dues à une adaptation du droit du travail au contexte économique. C'est plutôt la capacité du droit à s'adapter à la situation des groupes syndicaux. Je peux en nommer plusieurs, hein, par exemple, l'égalité homme-femme, la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Bon, ça n'a pas été des succès dus à des luttes syndicales fortes, c'est simplement dû à l'évolution du contrat de travail. Mais depuis 2000, et plus précisément depuis 2010, vous apercevez que, en fait, les gouvernements successifs ont grignoté petit à petit tous ces acquis sociaux. Et je vais vous donner un certain nombre de... je vais vous les rassembler, vous allez vous apercevoir qu'en fait, ça commence à faire lourd. Hein, donc, on peut s'inquiéter de l'évolution de la relation salariale dans les entreprises. Alors, vous avez la réforme des retraites. Première modification, réforme de retraite avec la réforme Touraine en 2014 sur l'allongement de la cotisation pour obtenir sa retraite à taux plein. Vous avez le report de l'âge légal de 60 à 62 ans en 2010 et de 62 à 64 en 2024. Vous avez une réforme de l'assurance du chômage avec le durcissement des conditions d'accès 2019-2021. Vous avez la réduction des indemnisations et la limitation de la durée d'indemnisation en 2023. Donc ça, finalement, ça a été une réforme régressive. Vous avez une dérégulation du marché du travail, notamment avec les réformes du Code du travail par les lois Macron et El Khomri en 2016 et en 2017 qui ont facilité les licenciements économiques et renforcé la pratique de la flexisécurité. Vous avez également le plafonnement des indemnités prud'homales en cas de licenciement abusif et de restriction recours abusif. En fait, le recours du salarié face au prud'homme a considérablement diminué. Chose importante, vous avez un affaiblissement du rôle des syndicats dans les entreprises par finalement l'ordonnance de 2017 qui a fusionné les IRP, je ne sais pas si vous savez, les instances représentatives du personnel, DP, comité d'entreprise et CHCT, réunis en un seul comité, le comité social économique, qui a réduit finalement la capacité et les lieux de négociation des organisations syndicales. Vous avez une chose dont on n'entend pas beaucoup parler, c'est la marginalisation des accords de branche. C'est-à-dire que vous saviez qu'en France, on avait un principe de faveur. Vous aviez en Code du travail d'abord la loi était imposée à tout. Ensuite, vous aviez les accords d'entreprise, et ensuite, vous aviez les accords de branche qui étaient plus favorables aux accords d'entreprise. Et vous avez certaines grandes entreprises qui pouvaient faire des accords de branche plus favorables que les accords d'entreprise plus favorables que les accords de branche. Et bien, depuis la marginalisation, je crois que c'est 2010, c'est ça. Vous avez finalement mis à l'écart de ce principe de faveur, puisqu'on a favorisé les accords d'entreprise dérogatoires aux accords de branche. C'est-à-dire que les entreprises peuvent être moins disantes que les accords de branche. Et chose également dont vous ne soupçonnez pas l'importance, mais qui est considérable, c'est la réforme structurelle du corps des inspecteurs du travail et de la médecine du travail. On a diminué les effectifs, affaiblissant ainsi la prévention et la dégradation des conditions de travail et l'augmentation de la précarité des travailleurs dans les secteurs avant. Alors, j'en avais terminé, hein, j'ai fait chez Cobris. Alors, c'est vrai qu'on a tendance à penser que comment dirais-je, le dialogue social est présenté comme une condition nécessaire pour pacifier les relations professionnelles et favoriser finalement le compromis et l'adaptation aux règles du travail
et l'adaptation des règles du travail aux évolutions économiques. Le dialogue social, apaisé, sincère, finalement participe à la cohésion de la nation, et tout en favorisant le progrès. Il faut savoir qu'en France, c'est pas du tout comme ça. C'est-à-dire que dès l'origine, les relations sociales se sont inscrites dans des jeux à somme nulle. C'est-à-dire que pour que je gagne, il faut que tu perdes. C'est clair. C'est-à-dire qu'en fait, c'est dû à des relations à la fois culturelles et historiques. C'est-à-dire qu'en fait, on a parlé effectivement de relations sociales marquées de grande conflictualité. Finalement, le rapport de force est beaucoup plus intéressant, mais il ne laisse peu de place au compromis et à la négociation. On préfère finalement s'affronter avant de discuter. Et je peux vous dire qu'effectivement, pour avoir suivi un certain nombre de branches professionnelles dans leurs négociations, c'est-à-dire qu'avant de s'écouter, on a posé chaque partie a imposé la manière dont il voulait que les choses se passent. Alors, on n'était pas dans l'écoute, on est moi je veux que ce soit comme ça. Voilà. Sur le plan institutionnel, c'est un point faible par rapport à d'autres pays, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez en France le mécanisme du dialogue social qui est complexe et illisible, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une superposition de lieux de négociation. Vous avez le niveau national, vous avez le niveau sectoriel, et vous avez le niveau territorial. Donc ça brouille finalement l'écoute et l'explication d'un certain nombre de grands principes au niveau du dialogue social. Mais ce qui est plus important aussi, c'est que dans le dialogue social, contrairement par exemple en Allemagne, les partenaires sociaux ne discutent que sur le salaire et les conditions de travail, point barre. Le reste, c'est de la politique de la nation, c'est pas de la politique des organisations syndicales. En France, l'État impose à l'entreprise des sujets qui ne sont pas de son ressort. On a par exemple l'obligation, je parlais de l'égalité homme-femme. L'égalité homme-femme, c'est un phénomène sociétal, c'est pas un phénomène de l'entreprise. Et c'est l'entreprise qui a la charge de le mettre en œuvre dans le cadre des accords. Alors, il y a une grande dispersion des thèmes de négociation, mais il y a aussi une situation ubuesque en France qui oblige l'entreprise à ouvrir des négociations. Je vous impose, moi, État, le fait d'ouvrir une négociation sur tel ou tel sujet, l'égalité homme-femme, la conciliation entre la vie professionnelle et la vie sociale, mais, j'ai presque fini, mais vous n'êtes pas obligé de les conclure. Donc, vous les ouvrez, vous n'êtes pas obligé d'aboutir à un accord. Et enfin, sur le plan économique, on s'est aperçu en fait que la pression économique mondialisée tétanise les acteurs du dialogue social, les poussant à se recroqueviller sur leur précaré plutôt qu'à chercher ensemble des pistes de coopération. Alors, je vais vous avouer qu'en fait, la problématique du dialogue social, il y a un constat qui s'impose. Ni les organisations syndicales, ni les organisations patronales, ni même l'État n'ont fondamentalement intérêt à changer cette bonne mécanique du blocage collectif et le dialogue social en France. Pourquoi? Pour les syndicats, arriver à un dialogue social qui roule, qui marche, etc., ce serait un non-sens, pour la simple et bonne raison que le rapport de force pour les syndicats est le gage intangible de leur légitimité. Dans un contexte où le taux de syndicalisation est faible, la capacité à bloquer ou à négocier sous pression est la source de leur légitimité. La posture revendicative alimente leur cohésion interne, d'autant plus si le succès de la lutte est visible. Et enfin, trop de compromis risquerait pour eux de les marginaliser, entraînant une démobilisation de leurs adhérents. Pour eux, le rapport de force est une nécessité. Pour le patronat, c'est tout pareil, c'est-à-dire que la division syndicale est le gage de préservation de leur marge. Un dialogue social trop équilibré réduirait la liberté de décision des entreprises sur les salaires, les conditions de travail, l'organisation interne. La division syndicale reste pour le patronat une opportunité et l'aboutissement d'accords solides se traduirait pour lui par plus de contraintes normatives et de coûts. Donc on a intérêt à faire en sorte que ça ne marche pas. Et pour l'État, alors le dysfonctionnement du dialogue social le conforte dans son rôle d'arbitre et renforce la position jacobine centralisatrice. Un dialogue social conflictuel fortifie l'État dans son rôle d'arbitre. L'entente entre le patronat et les syndicats affaiblirait son influence sur les politiques sociales et économiques. Et enfin,
Ce serait sans doute une fissure importante pour lui dans sa et intolérable dans sa doctrine jacobine. Autrement dit, cette forme de stabilité conflictuelle du dialogue social recherché par chaque acteur est normale puisque chacun tire bénéfice de ce désordre relatif. Le dialogue social en France n'est ni une question de volonté, ni une question de méthode, mais une question d'intérêt bien compris. Et j'en ai terminé. Merci. Alors, Ici, Londres. Notre 9e bulletin d'information est terminé. Honneur et patrie.